Bonjour à toutes et à tous. Donc ce matin, l'actualité économique mondiale envoie un message clair. Les plaques tectoniques de la finance internationale bougent et pas toutes dans le bon sens. Aux États-Unis, un quart des ménages vit désormais au bord du découvert permanent. Derrière la façade d'une économie triomphante, eh bien c'est tout un modèle qui vacille. En Chine, la deuxième puissance mondiale cale à nouveau, production en berne, consommation atone, immobilier en crise. Pékin peine à enrayer la dynamique de ralentissement. Au Japon, le yen replonge vers des niveaux critiques, piégés entre politique budgétaire expansionniste et pression américaine. En Europe, l'Écosse s'apprête à lancer ses propres obligations souveraines, un geste historique qui pourrait rebattre les cartes de l'autonomie financière. Et en France, le marché du logement neuf atteint un niveau plancher inédit, symbole d'un secteur en quasi-arrêt cardiaque. Bref, du dollar au yen, du dragon chinois au marché français, le monde économique entre dans une zone de turbulence. Aux États-Unis, la prospérité apparente cache une réalité sociale inquiétante. Selon une étude publiée cette semaine par l'Institut de Bank of America, près de 24% des ménages américains consacrent plus de 95% de leurs revenus à leurs dépenses essentielles, logement, énergie, alimentation, garde d'enfants, ne laissant quasiment rien pour l'épargne ou les loisirs. Autrement dit, un foyer sur 4 vit désormais au jour le jour. Ce constat illustre les limites du rebond économique post-pandémie. Malgré un marché de l'emploi encore solide, et bien la hausse continue du coût de la vie, accélérée par 5 années d'inflation supérieure à la croissance des salaires, mine le pouvoir d'achat des classes moyennes et populaires. En octobre, les revenus nets des ménages à faible revenu n'ont progressé que de 1% sur un an, contre 4% pour les plus aisés, un écart inédit depuis 2016. Cette polarisation sociale dessine une économie en forme de cas. D'un côté, une Amérique prospère, portée par la hausse des actifs financiers. De l'autre, une majorité contrainte de réduire sa consommation, menaçant le principal moteur de la croissance américaine, c'est-à-dire la demande des ménages. Pour les économistes, eh bien, le risque est double. Une contraction progressive de la consommation et un ralentissement de la croissance, alors même que les taux d'intérêt élevés pèsent sur le crédit et l'investissement. Goldman Sachs estime désormais à 25% la probabilité d'une hausse du chômage d'ici 6 mois. Et face à ce climat d'inquiétude, la rhétorique optimiste de la Maison-Blanche peine à convaincre. Entre inflation persistante, dette record et fracture sociale, l'économie américaine semble à un tournant, celui où la résilience ne suffit plus à masquer les fragilités structurelles du modèle américain. L'économie chinoise a nettement ralenti en octobre, prise en étau entre une demande intérieure défaillante, un marché immobilier en crise et l'impact persistant de la guerre commerciale avec les États-Unis. La production industrielle chinoise n'a progressé que de 4,9% sur un an, contre 6,5% en septembre, son rythme le plus faible depuis plus d'un an et en dessous des attentes du consensus qu'il avait modélisé à 5,5%. Les ventes au détail, malgré le soutien artificiel du Single Days, ont ralenti à 2,9% au plus bas depuis août 2023. Le secteur de l'investissement confirme l'essoufflement. Les investissements en actifs fixes se contractent de 1,7% sur les 10 premiers mois de l'année, une chute plus marquée que prévue et la plus sévère depuis l'exercice 2020. L'immobilier reste l'élément le plus préoccupant, avec des investissements en baisse de 14,7%, des prix du logement en recul de 0,5% sur un mois et de 2,2% sur un an. Le pilier traditionnel de la richesse des ménages continue donc de s'enfoncer. Sur le front extérieur, les exportations ont reculé de manière inattendue en octobre, première contraction en près de 2 ans. La guerre commerciale menée par Donald Trump, malgré la récente suspension partielle des droits de douane, continue de frapper la capacité de la Chine à compenser la faiblesse domestique par ses ventes vers le premier marché mondial. Les économistes estiment que Pékin temporise avant de nouvelles mesures de relance, visant coûte que coûte l'objectif officiel de 5% de croissance. Mais sans impulsion budgétaire supplémentaire, la Chine risque de terminer l'exercice 2025 sur une dynamique molle, tandis que les tensions géoéconomiques avec Washington pourraient encore fragiliser son modèle tourné vers les exportations.
Le yen replonge vers des niveaux critiques autour de 155 yens pour $1 et les cambistes doutent de plus en plus de la capacité du nouveau gouvernement japonais à intervenir efficacement. Contrairement à l'an dernier, une intervention directe se heurterait aujourd'hui à 3 obstacles. Une politique budgétaire expansionniste qui affaiblit mécaniquement la monnaie, une première ministre Sanae Takaichi qui souhaite ralentir les hausses de taux et un contexte géopolitique marqué par les attentes américaines. Depuis le début du trimestre, le yen a perdu 4,5%, soit la plus forte baisse des pays du G10. Les autorités japonaises avaient déjà agi en 2024 lorsque la devise avait atteint 160 yens pour $1, mais l'environnement est désormais plus contraint. Une intervention massive risquerait d'entamer les réserves de change alors que Tokyo doit participer au financement d'un fonds d'investissement américain de 550 milliards de dollars, élément clé de son accord économique avec l'administration Trump. Washington, par la voix du secrétaire au Trésor Scott Bessent, privilégie clairement une hausse des taux plutôt qu'une intervention directe. Or, la BOJ, la banque centrale nippone, dont la prochaine décision est attendue le 19 décembre prochain, reste prudente. Les marchés n'anticipent en effet qu'à 40% une hausse d'ici fin 2025. Pour les cambistes, la ligne rouge se situe désormais à 155 yens pour $1. Et en cas de dépassement net, une intervention verbale, puis potentiellement directe, deviendrait plus probable. Mais sans relèvement des taux, son efficacité serait limitée. La politique budgétaire expansionniste de Takaichi et son aversion passée pour une normalisation rapide alimentent les paris baissiers. Tokyo se retrouve ainsi coincé, laisser filer le yen, alimenter l'inflation importée et irriter Washington. Intervenir fragiliserait donc ses réserves de change. Relever les taux freinerait la reprise. Dans ce triangle d'injonctions contradictoires, la crédibilité de la politique économique japonaise se joue maintenant. Le gouvernement écossais a annoncé son intention d'émettre en 2026-2027 ses premières obligations souveraines, baptisées Kilts, afin de financer des investissements dans ses infrastructures nationales. Ce programme, d'un montant total de 1,5 milliard de livres sterling, près de 2 milliards de dollars, marquerait une première historique pour la nation, décentralisée sous réserve, évidemment, du résultat des élections de mai 2026. S&P Global et Moody's ont d'ailleurs récemment attribué à l'Écosse des notes de crédit équivalentes à celles du Royaume-Uni, saluant la rigueur budgétaire et la stabilité institutionnelle du pays. Ces notations supérieures à celles de l'Espagne, de l'Italie ou bien encore du Japon devraient renforcer l'attractivité de l'Écosse auprès des investisseurs étrangers. Le Premier ministre John Sweeney voit dans cette émission un pas vers un avenir où l'Écosse assumerait pleinement ses décisions. Mais les agences de notation préviennent, toute avancée vers l'indépendance pourrait peser sur la note écossaise, aujourd'hui adossée à celle du Royaume-Uni. Et alors que Londres reste confrontée à une croissance atone et à une dette coûteuse, Édimbourg entend, elle, démontrer sa crédibilité financière et peut-être préparer le terrain pour plus d'autonomie économique, puisque, je vous le rappelle, si le Parlement écossais dispose de certains pouvoirs limités en matière d'impôt sur le revenu et sur certains aspects de l'économie, les décisions relatives à la politique macroéconomique relèvent encore de la compétence du gouvernement britannique. En France, le marché du logement neuf traverse une crise sans précédent. Selon les dernières données du ministère de la Transition écologique, les mises en vente de logements neufs ont chuté à un niveau historiquement bas au troisième trimestre 2025. Moins de 17 000 logements ont été lancés sur le marché, soit une baisse de près de 40% sur un an. En cause, la hausse des coûts de construction, la raréfaction du foncier et le ralentissement de la demande étouffée par des taux d'intérêt encore élevés. Les promoteurs, prudents, repoussent donc leurs projets face à un risque commercial jugé trop important. Et cette contraction de l'offre fait craindre une aggravation de la pénurie de logements, notamment dans les grandes métropoles. Les professionnels du secteur appellent donc l'État à prendre des mesures d'urgence entre allègements fiscaux et simplification administrative, mais pour l'heure, la reprise paraît lointaine. Le secteur, déjà fragilisé par la chute des réservations, s'enfonce dans un cycle de méfiance généralisée où la prudence des promoteurs alimente la crise de l'offre, un cercle vicieux que seule une détente durable des taux et un soutien public massif pourraient enrayer.
Attardons-nous désormais un instant sur ce que les investisseurs vont suivre aujourd'hui. Eh bien écoutez, pas grand-chose à se mettre sous la dent, que ce soit du côté macro ou bien du côté micro. Donc eh bien écoutez, ce sont les dénouements et l'évolution du sentiment autour de la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine qui annonceront la volatilité aujourd'hui. Attardons-nous désormais un instant sur ce que les investisseurs vont suivre de près aujourd'hui. Enfin, regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur les principales places financières de la planète hier et en Europe. Les marchés ont clôturé en baisse, pénalisés par l'attentisme des investisseurs avant les premières statistiques américaines. Après la fin du plus long shutdown de l'histoire, le CAC 40, dans ce contexte, a cédé 0,11%, tandis que le DAX a lui reculé de 1,39% et que le FTSE lâché lui 1,05%. Le Stock 600 a perdu 0,59%, quasiment tous ces secteurs étant dans le rouge, à l'exception de l'immobilier défensif. Aux États-Unis, Wall Street a décroché hier, rattrapé par un regain d'incertitude sur la trajectoire monétaire américaine. Selon FedWatch, la probabilité d'une baisse de 25 points de base en décembre n'est plus que de 47% contre 70% une semaine plus tôt. Un recul des attentes qui fragilise les valeurs de croissance et ravive la volatilité en bourse. Le Dow Jones a cédé 1,65% à 47 457 points. Le S&P 500 a perdu 1,66% à 6 737 points. Le Nasdaq a lui reculé de son côté de 2,29% à 22 870 points. Quant au prix du pétrole, ils se sont légèrement repris hier après leur forte chute de la veille. Les marchés ont réagi au rapport publié par l'OPEP et l'AIE qui montre un point commun: la production reste trop élevée par rapport aux besoins, ce qui, in fine, met les cours sous pression. Mais ces mêmes rapports soulignent par ailleurs une demande mondiale toujours très solide, au-dessus de 100 millions de barils par jour. L'AIE envisage même désormais que la demande pourrait continuer d'augmenter jusqu'en 2050, ce qui a inévitablement rassuré les investisseurs. Aux États-Unis, les chiffres de l'EIA indiquent une hausse des produits pétroliers livrés, notamment de l'essence, signe que la consommation repart. Les stocks de brut, eux, ont augmenté, notamment à cause d'une baisse des exportations, un indicateur que les analystes suivront de très près dans les semaines à venir. Mais donc dans ce contexte, en attendant, dans ce contexte, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison janvier a progressé de 0,48% à 63,01 $. Son équivalent américain, le baril de WTI pour livraison décembre, a lui gagné 0,34% à 58,69 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 14 novembre 2025 et juste après, Antoine Quesada va nous dire dans quelle mesure le CAC 40 risque d'être affecté par le retour de l'incertitude à l'endroit de la trajectoire monétaire américaine. A tout de suite sur Téléfinance.